Donc on a tenu en fait avec, avec l'organisateur que Daniel nous apporte un peu son regard. C'est un habitué du Midest qui suit année après année un peu l'évolution de la sous-traitance, du secteur au niveau national. Et puis bien sûr, il connaît par cœur ce salon. Daniel, on est au dernier jour, l'après-midi, ça se termine un peu ce Midest. Alors Ouais. l'analyse un peu, comment ça s'est passé et ton premier regard, ton premier ressenti? Ah, sur le Midest. Ou alors Bah, sur la moi, sous-traitance si, après. moi, je veux bien. Bon, j'ai évidemment rencontré beaucoup de gens sur le Midest. Écoute, je ne suis pas forcément habilité à faire une synthèse comme ça à chaud. C'est pas facile. Bon, Oui, j'ai vu des gens qui avaient eu beaucoup de contacts. C'est plutôt bon signe. Cela dit, effectivement, les 2 premiers jours ont été très perturbés donc au niveau des entrées par les accidents ouais, sur bien le sûr. RER. Donc, il sera difficile de faire un bilan à chaud comme ça tout de suite, quoi. Bon, il semblerait que les contacts noués sur les stands et la qualité de ces contacts semblent. Pas mal. Oui, je sais Bastien. pas, parce qu'il faut que je regarde l'écran en même temps, c'est pas facile. Bon, il semble que ces contacts confirment un petit peu ce que mes chiffres vont donner, hein. D'accord. Donc voilà. Bon, Donc, on va passer peut-être aux chiffres tout de suite oui, alors, si tu veux alors bien. je vais pas vous assassiner de chiffres, hein, parce que bon, c'est pas forcément le but. Simplement, il y en aura quand même quelques-uns. J'y peux rien parce que quand on parle de conjoncture, il faut toujours, enfin, je sais pas, un, c'est pas comme trois, hein, bon. Donc, on va essayer d'être à peu près clair. Bon, je vais vous donner quelques idées sur la conjoncture générale déjà, parce que finalement, la sous-traitance s'inscrit dans un processus économique global qu'il faut essayer de caractériser pour arriver à comprendre ce qui se passe, quoi. Alors, j'ai bien du mal parce que je ne vois pas forcément tout ce qui se passe sur l'écran. J'en ai un petit bout là, un petit bout là. Ouais. Bon, la conjoncture globale, il y a du positif et il y a du négatif. Alors, qu'est-ce que j'ai mis En Europe. sur les points positifs. Sur les points positifs, la première chose qui me vient à l'esprit et que j'ai écrit sur l'écran, en Europe, on commence enfin à s'apercevoir que les politiques de strictes restrictions budgétaires pour essayer de limiter les déficits est contre-productive, hein. Bon, c'est assez simple. Si vous essayez de réduire les déficits, vous, vous augmentez la fiscalité, vous réduisez les concours de l'État à l'économie et du coup, vous cassez l'économie et donc les rentrées fiscales baissent. Et donc voilà. S'il vous plaît, messieurs, merci. Parce que j'ai tout dans l'oreille là. Donc voilà, on commence à s'apercevoir qu'il faudrait faire autrement. D'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les Américains. Ils ont laissé filer la monnaie, ils ont laissé filer dans un premier temps les déficits. Et du coup, ils ont, in fine, récupéré des recettes fiscales et l'économie est repartie. Et donc voilà. Bon. Donc on est en train d'essayer en Europe, malgré les Allemands, de faire quelque chose comme ça. Bon. Donc il y a des assouplissements. La deuxième chose, le deuxième effet positif, c'est le prix du pétrole qui a baissé et le prix des matières premières. Alors je vous dirai peut-être tout à l'heure qu'on a en ce moment une petite hausse qui ne devrait pas forcément se prolonger beaucoup, je vais peut-être y revenir. Mais tout ça, ces baisses-là ont créé un effet demande, à la fois chez les ménages et chez les entrepreneurs, enfin dans les entreprises, ce qui fait qu'on a un effet de redémarrage de l'économie léger, mais positif tout de même. Le troisième point, c'est la hausse du dollar. La baisse du dollar nous a gênés pendant plusieurs années. Alors, quand vous avez une hausse du dollar, ça favorise les exportations. A contrario, pendant plusieurs années, on a eu des baisses du dollar qui ont fait qu'on était très gêné à l'exportation. On a donc, de ce fait, un petit redémarrage sur l'exportation. Je vais d'ailleurs revenir là-dessus tout de suite. Pour vous donner une petite idée, vous voyez, j'ai donné quelques chiffres. On était à presque 1,60 en 2008 de parité euro-dollar. On est actuellement à 1,06. On est presque revenu à la parité. Donc ça, c'est très favorable. Donc voilà. Donc c'est ce qui explique que depuis 2 ans, tout ça fait que depuis 2 ans, l'Europe a renoué avec la croissance. Ce n'est pas une croissance forte, c'est une croissance molle, comme disent les économistes, mais c'est une croissance quand même. Et évidemment, l'industrie a profité de cette conjoncture. On parle souvent de taux de croissance de l'ordre de 1 et 1,5, parfois 2% sur certains pays européens.
dans cette conjoncture, enfin, dans cette tendance-là, l'industrie a tendance à surjouer un peu et on a assez rapidement au niveau industriel des croissances de 3 à 4 %. Il faut que vous ayez ça en tête, donc c'est assez bénéfique. Donc la sous-traitance a profité de ça. Mais il y a effectivement quelques points négatifs. C'est d'abord, vous l'avez compris, c'est que cette croissance, elle n'est pas due à un dynamisme de l'économie européenne. C'est une croissance qui est exportée, enfin qui est importée, une croissance exogène, comme on dit, hein. L'effet dollar, l'effet pétrole. Hein. Donc c'est fragile. Il suffit que ça se détruise un peu et puis on n'aura pas, ou en tout cas on n'a pas encore retrouvé le dynamisme qu'il faudrait pour que ça se transforme en une croissance endogène. Le deuxième point très gênant, c'est que la croissance économique mondiale régresse. Je ne sais pas si j'aurai le temps tout à l'heure de vous expliquer pourquoi. Mais enfin, vous voyez que les prévisions du FMI, par exemple, au début de l'année, étaient de l'ordre de 3,4 % de croissance mondiale. On n'est plus aujourd'hui aux dernières prévisions autour de 3 %. Si vous vous souvenez, si vous avez quelques chiffres en tête, dans les années, au début de la décennie 2000, on était avec des taux de croissance supérieurs à 5 %. Quoi. Donc vous voyez, tous ces phénomènes que j'ai mentionnés qui favorisent l'exportation se heurtent malheureusement à une économie mondiale qui est moins dynamique qu'auparavant. Donc, vous voyez, c'est des effets qui se combinent. Alors vous allez me dire, mais dites-moi, on parle de sous-traitance, on est dans un salon de sous-traitance, c'est essentiellement un monde de PMI. Qu'est-ce que vous nous cassez les pieds avec des grands machins sur l'économie mondiale, l'exportation, etc. Alors, s'il faut que je vous explique ça, c'est au contraire extrêmement sensible. Parce que d'abord, la sous-traitance exporte directement, en France en tout cas, elle exporte 28 % de sa production en direct. Hein. Les sous-traitants français exportent 28 % de leur production directement. Et puis, ils s'adressent à des donneurs d'ordre qui, eux, exportent également. L'industrie française exporte 40 % de sa production, ce qui est considérable quand même. Hein. Et puis surtout, les grands secteurs donneurs d'ordre de la sous-traitance française sont très exportateurs, ce qui fait qu'en fait, ils sont plus exportateurs que la moyenne de l'industrie. On se retrouve, si on ajoute les 28 % d'exportation directe avec l'exportation indirecte via les donneurs d'ordre, on arrive à plus de 60 %. Les sous-traitants français produisent pour l'exportation à plus de 60 %. Voilà. Alors, quelques chiffres très généraux sur l'Europe. La sous-traitance, c'est 480... La sous-traitance industrielle, hein, je ne parle pas de sous-traitance dans les bâtiments, etc., ou même pas dans l'agroalimentaire. On est sur l'industrie manufacturière pure. On a 486 milliards d'euros de production. Enfin, c'est l'offre de sous-traitance au niveau européen global. Sur l'Europe des 28. Sur l'Europe des 15, c'est-à-dire la partie occidentale et la plus développée, on est à 402 milliards. Hein. C'est quand même un monde considérable. En 2015, cette sous-traitance européenne a fait plus 3 % hein, et plus 2,5 % au niveau de l'Europe des 15. Pour revenir à la France, 68 milliards, presque 67 milliards d'euros, plus 3,8. Vous voyez que quand on dit toujours que la France, ça ne va pas bien, on a fait plus que la moyenne européenne et même plus que l'Europe des 28. Hein. 3,08 contre 3,03, c'est pas mal. Hein. Alors malheureusement, l'évolution des prix est négative et elle l'est encore plus en 2016. Enfin, sur 2015, on a moins 0,15 % en global. Sur certains secteurs, c'est beaucoup plus. Hein. C'est très, très, très diversifié. 28,5 % d'exportation, en hausse par rapport à 2014. Et la rentabilité, par contre, là, c'est un peu le point faible. On est à 0,8 % du chiffre d'affaires de résultat net. Hein. Mais c'est quand même en hausse, parce que j'ai plus le chiffre de 2014, on était aux alentours de 0,5, je crois. Hein. Voilà. Perspective 2016. Donc, on est sur une tendance à 2,5 % en chiffre d'affaires et à 3,6 % en volume de production. Vous voyez qu'effectivement, on a une baisse de prix de l'ordre de 1 % en moyenne. Alors, pour vous dire à peu près comment ça se situe dans le temps, ça c'est une courbe d'indice.
base 100 en 1998, hein, c'est un peu sur le long terme. Vous voyez qu'on a eu une croissance assez forte jusqu'en 2007-2008. Et puis il y a eu la fameuse crise des subprimes en 2008, déclenchée en 2007 d'ailleurs. Hein. C'est une falaise, c'est pas une chute, c'est une falaise, c'est un ravin. Et puis on a rebondi en 2010. Et à nouveau, on a baissé. Vous voyez, on a eu une très mauvaise année en fait, notamment en 2011, 2012, 2013 qui n'était pas fameuse non plus. Et puis voilà, on est à nouveau en 2015 sur une croissance que je vous ai annoncée de 3 et quelques pourcents. Bon, alors maintenant, je vais vous donner quelques... Je vais assez vite, hein, finalement. Le but de cette petite conférence, c'est de fixer un peu les choses. Sur 2016, alors là, j'ai fait une simulation en année pleine. Alors bien entendu, l'année n'est pas terminée. Je ne suis pas un brillant voyant. Je ne vais pas dans le bar de café. Donc, ce sont des projections, hein, avec des techniques de projection assez complexes. Je ne vais pas vous faire de la méthodologie, mais voilà. Cette tendance que je vous ai annoncée tout à l'heure, à 2,5% en chiffre d'affaires et 3,6% en production, ça se répartit un peu comme ça. Vous voyez que c'est très très diversifié selon les secteurs clients. Hein. Plus 8 pour l'automobile, qui a redémarré très fort depuis plus d'un an d'ailleurs déjà. L'aéronautique, plus 4. Bon. L'aéronautique est un peu au taquet. On ne peut plus augmenter la production. Toutes les usines sont assez saturées. Il y a un effet reprise parce qu'en 2015, il y avait eu un petit tassement de 1%. Là, on redémarre un peu. Il y a des effets de compensation. Je ne connais pas bien enfin, il faudrait creuser programme par programme pour avoir l'explication. Mais bon, l'aéronautique progresse plus trop. Je crois qu'on a un petit peu baissé là, actuellement. Enfin bon, voilà. Les constructions électriques et électroniques, plus 3. Alors, il faut savoir que l'électronique est à presque plus 4 et l'électrique est un petit peu au-dessous de 3. Hein. Ça se passe comme ça. Les équipements ferroviaires, là, sont en baisse. Bon, ça, ce n'est pas une surprise. Hein, moins 2. Le machinisme agricole, petite reprise. Hein, en 2014 et 2015, ce n'était pas très bon. On est à plus 1. Le matériel de travaux publics et de bâtiments, hein. Bien, c'est matériel. Hein. Donc, c'est évidemment, ils sont très tributaires de l'activité des utilisateurs de ces matériels. Là, on est à moins 8%. Je crois qu'il y a un petit redécollage en fin d'année. Les constructions mécaniques, ça, c'est plutôt de l'équipement industriel. Donc, c'est très lié à l'investissement. Ça ne redémarre pas très fort. Plus 1%. L'énergie, plus 1. Là aussi, on sort de 2 années pas très bonnes. On est un peu positif. Les équipements médicaux, moins 5. Là, je pense qu'on est plutôt tributaire de la réduction des budgets dans le monde médical, enfin dans le monde hospitalier. Hein. Je pense que c'est cet effet-là. Équipements domestiques, matériel électroportatif, c'est un peu anecdotique. C'est devenu un petit secteur parce que tout a été, enfin pas tout, mais une grande partie de ces activités-là ont été délocalisées. Là, c'est une reprise de commandes liée à la consommation intérieure en France. De ce qui reste de cette industrie, c'est-à-dire pas grand-chose. Hein. C'est un micro-secteur aujourd'hui. Le reste des autres activités, des autres secteurs clients, on est à plus 2. Voyez, voilà. Donc ça nous donne, si on regarde les choses de manière un peu plus générale, je vous ai dit tout à l'heure que finalement la reprise, elle était très due à l'appel de l'économie mondiale. Cette économie mondiale qui a tendance à régresser un peu. Mais vous voyez que c'est encore cette économie mondiale qui tire la croissance. On a en 2015, vous voyez que c'était sur le marché intérieur français, on a une croissance de 1,6%, c'est pas énorme. Mais les exportations se sont accrues de 6,9, presque 7. En 2016, on a encore le même phénomène, mais on a quand même un petit décollage du marché intérieur à 2,2. Par contre, effet de ce ralentissement mondial, les exportations ne sont plus qu'à presque 6%, 5,8, 6%. Voilà. Et puis, c'est ce que je me disais, il y a quelque chose qui a sauté. Maintenant, si on prend le côté offreur, c'est-à-dire les gens qui sont dans les stands, là, hein, nos sous-traitants, j'ai fait des regroupements parce qu'on pourrait, évidemment, il y a la sous-traitance, c'est 25 secteurs différents, hein, si on veut. Le travail des métaux en production, encore une fois, c'est une projection simulation en année pleine sur 2016. Plus 3,3 en production, plus 1,2 sur le chiffre d'affaires pour le travail des métaux.
voyez, on voit encore toujours cet écart de prix. Hein. Enfin, l'écart entre production et chiffre d'affaires s'explique essentiellement par les variations de prix. Il y a d'autres phénomènes, mais c'est ça. Transformation des plastiques et des élastomères, plus 6% en production, ça c'est très très fort. C'est un secteur qui a réagi très fort à la nouvelle conjoncture depuis 2 ans. Plus 6% en production, plus 5% en chiffre d'affaires. L'électronique et les sous-traitances électriques, plus 3,5 en production, plus 1,4 en chiffre d'affaires. Le textile habillement, bon, ça c'est un secteur qui n'est pas très représenté au Midest, si ce n'est à travers le textile technique, mais bon, je le mentionne quand même parce que c'est quand même un secteur historiquement très fondamental dans la sous-traitance, notamment française. Donc on est à 2,3% en production et à plus 1% en chiffre d'affaires. La maintenance, qui est représentée aussi, bien sûr ici, hein, plus 2,7% en production, plus 3,7% en chiffre d'affaires. Voilà. Et puis sur l'ensemble, vous voyez, c'est ce que je vous ai annoncé tout à l'heure, 3,5% en production, plus 2,5% en chiffre d'affaires. Voilà. Donc, je m'arrête là, hein, puisque, bon, effectivement, si vous avez des questions à me poser, sur 2017, vous allez peut-être me poser la question, sur 2017, évidemment, la tendance va se prolonger. Alors, là encore, je ne suis pas médium, je ne peux pas vous donner de chiffres là-dessus pour l'instant. Vous comprenez bien que les derniers chiffres significatifs dont on dispose, c'est septembre ou octobre actuellement, 2016. Donc, c'est déjà très scabreux de faire des simulations sur l'ensemble de l'année. Alors, se projeter d'un an de plus, en chiffres, c'est compliqué. Mais il y a des effets mécaniques qui font que de toute façon, on va continuer sur 2017 la tendance amorcée depuis 2 ans. Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas, bien entendu. La grande interrogation, c'est de savoir si les effets dollars et les effets pétrole et matières premières vont se prolonger. C'est la grande question. L'effet dollar, ça dépend aussi des humeurs de M. Trump. Voilà. C'est pas très bien. Donald va nous réserve des surprises peut-être. Personne ne prévoit pour l'instant de grosses modifications là-dessus. Sur le pétrole et sur les matières premières, vous avez vu qu'on a des effets de hausse actuellement. Notamment parce que l'OPEP, par exemple, a fait un peu contre toute attente, a scellé un accord de restriction de la production. Ça, évidemment, ça a tendance à faire monter les prix. On a des effets un peu similaires sur les matières premières. Si vous voulez, grossièrement, quand même, à part les spéculations et ce genre d'accord, les petites hausses enregistrées proviennent effectivement du fait qu'il y a un petit redémarrage dans les pays riches, les pays développés. C'est extrêmement sensible. Sauf qu'on ne va pas aller très loin. Vous comprenez bien que ce n'est pas une croissance violente, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc il n'y a pas tellement de chances qu'on se retrouve avec des effets de hausse très, très, très forts. D'autant que pendant le même temps, la croissance mondiale se ralentit. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on va avoir des effets de hausse sur le pétrole et sur les matières premières très violents au cours de 2017. Donc c'est un peu l'espoir. Voilà. Donc je suis prêt à répondre à vos questions. Enfin, j'ai peut-être été un peu vite, mais voilà. Il y a une question là-bas. Perspective et analyse. Voilà, je peux me déplacer maintenant, j'ai plus besoin de l'écran. sur plein de nouveaux projets de la part des entreprises, des porteurs de projets qui avaient plein d'idées. Et ça, c'était un moment où tout le monde nous disait c'est la crise. Et par contre, depuis qu'on nous dit que ça reprend, qu'a priori les chiffres sont meilleurs, le taux de chômage a l'air de s'améliorer un petit peu, je sens complètement l'inverse. C'est-à-dire que tous ces projets, ces demandes de prix, ces études ont complètement disparu. Là où avant j'avais, on va dire, 2 à 3 demandes par semaine, le projet un peu farfelu, hein, mais ça a montré que c'était très dynamique. Aujourd'hui, j'en ai plutôt 1 à 2 tous les 15 jours. Est-ce que c'est toujours aussi farfelu ou est-ce que c'est plus constructif? C'est le même type de projet, je veux dire, mais beaucoup moins. Et pourtant, on dit partout que c'est la reprise. Et moi, j'aurais envie de dire que ma position, c'est complètement l'inverse. Avant, c'était bien, alors qu'on était censé être en période de
Et maintenant où c'est censé reprendre, c'est nettement plus calme. Et l'impression que j'en ai, parce que j'essaie de comprendre les choses, c'est qu'il y a un secteur qui a repris fortement, c'est l'automobile. Et en gros, soit on y est présent, et dans ce cas-là, on sent une conjoncture qui s'améliore, soit on n'y est pas, et dans ce cas-là, le marché reste très très peu dynamique, voire moins dynamique qu'avant, parce que les entreprises, avant, elles n'avaient rien d'autre à faire, donc elles se posaient des questions sur des nouveaux projets. Peut-être qu'aujourd'hui, elles se focalisent maintenant sur leurs projets mûrs. Je voulais avoir un petit peu votre vision des choses, si vous aviez... Alors, c'est bon. Moi, ce que je vous donne, évidemment, c'est des tendances globales, hein. Donc, ça n'exclut absolument pas des effets inverses dans certains secteurs. Ça, c'est vrai. Ce que vous faites remarquer, effectivement, beaucoup de cet aspect positif que je vous ai montré résulte du dynamisme de certains secteurs comme l'automobile. Ça, c'est vrai, hein. Maintenant, après... Là, vous travaillez un petit peu sur la psychologie de la croissance ou de la non-croissance. Qu'est-ce qui fait dans votre secteur particulier que ça se déploie comme ça? Je ne le connais pas suffisamment pour vous répondre, quoi. C'est même pas lié à notre secteur, parce que nous, on vient travailler dans plein de secteurs différents. Ça peut être l'agriculture, ça peut être les travaux publics, ça peut être le bâtiment. Non, mais votre spécialité à vous. Oui, mais C'est cela qui est en cause. Alors, je sais, enfin, en cause. ouais, Ouais. demande de prix de la part, Mmh. demande de projet ou d'études de projet de la part de multiples Mmh. secteurs. Je veux dire, c'est pas, si je sens que c'est beaucoup moins dynamique, c'est pas dans un secteur particulier, c'est de manière globale. Par contre, il y a un secteur auquel on n'est pas du tout, où on ne travaille pas du tout, c'est l'automobile. Mmh. Pas du tout les mêmes tailles de série. Oui, non, mais encore une fois, c'est quand même très lié à ce que vous savez faire vous. Donc, à l'impact que vous pouvez avoir sur le marché global, certes, mais je ne sais pas. Il y a effectivement plein d'activités comme ça qui se déploient tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Et il y a aussi des effets de décalage par rapport à la conjoncture. L'exemple que je cite le plus souvent, c'est les moules, par exemple. Les moules et les modèles. Quand vous voyez, même si l'activité est très faible, quand vous voyez cette activité-là qui redémarre, c'est qu'il va y avoir derrière des projets, enfin qu'il y a des projets en cours et qu'il va y avoir derrière des mises en production, etc. Donc on n'a pas encore l'effet statistique, on va l'avoir plus tard. Enfin, pour prendre ces... Ah bah voilà, j'ai trouvé. Non, au contraire, ah bah, si ça ralentit, oui peut-être. Ça veut dire qu'il y a eu des projets et qu'en ce moment les gens ils sont voilà, c'est peut-être. Vous savez, on est dans, enfin bon, c'est un peu sous-jacent à ce que j'ai dit, on est dans une activité où extrêmement aléatoire. On ne sait pas ce qu'on fait demain. Les entreprises n'ont pas de visibilité, hein. Donc il y a des projets qui se font jour, et puis il suffit qu'il y ait un grain de sable quelque part, et puis tout le monde arrête, hein. C'est un peu ce qui se passe actuellement. C'est une économie volatile, hein. C'est le terme le plus souvent utilisé par la conjoncturiste. Alors ça, effectivement, mais après en détail pour vous répondre, là je ne sais pas, hein, c'est pas. Bien, mais on peut clore cette analyse sur ces impressions sur le marché qui est bon, un petit peu volatile, mais en même temps avec très volatile, très pilotage à vue aussi. On l'a dans plusieurs secteurs. Si ça peut vous rassurer, jeune homme, dans l'audiovisuel, dans la communication aussi, tout ça, c'est assez haché aujourd'hui. C'est vrai que si on parle de secteurs comme l'aéronautique, où ils ont des carnets de commandes à 6 ans, 10 ans, ils sont dans des cycles très longs. Après, sur des cycles courts aujourd'hui, on est vraiment dans un pilotage à vue, sans trop de visibilité de la part des gens. Donc, c'est encore, il faut faire preuve d'agilité, d'endurance. C'est un peu les valeurs clés du moment. Et du coup, mais en tout cas, il y a quand même des signes positifs dans les chiffres que tu as donnés, Daniel. Oui, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est qu'effectivement, il y a comme des effets moyens qui font qu'on est sur une tendance positive, mais pas très forte, effectivement. Voilà. Et avec un potentiel quand même dans tout ce qui est passé ici sur les tables rondes et ce que tu as pu voir peut-être sur le Midest aussi, Daniel, il y a quand même il y a des structurations de pôles, de secteurs d'activité, il y a quand même une énergie, on va dire, qui va dans le bon sens, tu trouves aussi? Oui, bah, de toute façon, il y a visiblement une prime à l'innovation, hein. Oui.
enfin, il semblerait qu'effectivement tous les nouveaux marchés aujourd'hui soient un peu basés sur des nouveaux produits, sur l'exploitation de tout ce qu'on a montré pendant cette semaine, l'innovation, le numérique, tous ces machins-là, ça explose un peu, quoi. Mais bon, il y a quand même un fond industriel, une solidité des savoir-faire qui reste là, hein, et qui conditionne un peu le tout, parce qu'on ne fait rien sans savoir-faire. On va continuer à faire de l'usinage, de la forge, de l'injection plastique, etc., quoi. Donc, mais bien entendu, en mettant en œuvre beaucoup de choses nouvelles, quoi. Innovation, monsieur, oui, une petite question, Daniel. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'au niveau des sous-traitants, on n'a pas une évolution structurelle? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas en train de passer d'une fourniture de pièces à une fourniture de fonctions? Parce que je vois de plus en plus de sous-traitants qui ont intégré soit de la peinture, soit du soudage, soit du... Est-ce que ça, c'est pas une évolution structurelle importante et on est condamné à faire ce type d'évolution, de suivre? Alors là, on est parti sur une discussion un peu longue. Oui, mais alors ça, c'est pas... Enfin, fournir des fonctions et non plus des pièces, bon, c'est une tendance longue et lourde, hein. Effectivement, les donneurs d'ordre aujourd'hui ont tendance à acheter autre chose que des pièces. Essayer, au moins sur leurs sous-traitants de première ligne, demander à ces sous-traitants de faire un peu l'office comment on appelle ça dans le bâtiment, là, de maître d'œuvre, quoi, hein. Que le sous-traitant va lui-même apporter son savoir-faire, mais va fédérer plusieurs savoir-faire pour livrer une fonction complète, quoi, un sous-ensemble. Bon. Mais c'est même pire que ça. Aujourd'hui, ce qu'achète le donneur d'ordre, c'est un savoir-faire. C'est plus une pièce. Et ça va loin parce que c'est pas seulement la fabrication, c'est aussi la conception, je dirais même presque la participation aux études avancées, la simulation, l'industrialisation, l'optimisation du couple produit-process, etc., hein. Bon, donc le sous-traitant aujourd'hui, c'est plus un fabricant, c'est plus un fournisseur d'ordre de travail. C'est vraiment, on n'en parle même plus de ça, à la limite. C'est vraiment un savoir-faire extrêmement pointu, extrêmement développé. On est dans un système de séparation du travail et de spécialisation du travail extrêmement poussé. Vous savez, les constructeurs d'automobiles, ils font des moteurs, ben, il n'y a plus un ingénieur, peut-être si encore chez PSA, mais il n'y a pratiquement plus un ingénieur chez PSA qui sache calculer une bielle, par exemple. Ce sont les fournisseurs de bielles qui savent calculer la bielle, mais au quart de gramme, et en mettant le métal là où il faut, etc. Et pour ça, ils ont des systèmes de calcul, de CAO, de simulation, etc. D'analyse, même d'essais virtuels sur les cycles, etc., quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Si on observe le tissu national, on s'aperçoit qu'on a encore beaucoup de sous-traitants qui fournissent que des pièces. Quand on regarde leurs résultats, effectivement... Chez les sous-traitants de deuxième et troisième niveau, peut-être, mais non. Franchement, aujourd'hui, ça se perd quand même un peu, quoi. Non, mais vous pouvez être spécialisé dans un type de composant, mais là, vous êtes vraiment très spécialisé là-dedans, hein. Et vous allez peut-être pas travailler pour le donneur d'ordre final, mais vous allez travailler pour un sous-traitant de premier niveau qui va vous faire calculer votre truc au quart de point, quoi. Non, je crois la sous-traitance de capacité, ça n'existe plus, hein. Bien. Bon, bien, écoute, merci Daniel pour cet éclairage, hein, pour cette analyse et ces perspectives sur 2017. Merci à vous d'avoir participé à cette table ronde, Merci beaucoup. À ce micro-débat. Merci Daniel, et puis bon, on se revoit sur l'édition 2017 alors. Voilà, pour vérifier, affiner la conjoncture, et puis voir que la sous-traitance a encore de belles choses à réaliser.